Alors cet après-midi, je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de voir comment ces mutations peuvent trouver de nouveaux cadres aussi pour permettre d'améliorer l'exercice, pour permettre aussi de trouver de nouveaux territoires d'exercice pour les mutations et les missions apportées autour de l'autonomisation. On va le voir, on va parler pour cela de VAE, on va parler pour cela d'équipes autonomes, on va parler pour cela d'outils numériques et on va parler dès à présent de prévention des accidents au travail, de qualité de vie au travail également. Et l'on sait que c'est un sujet d'importance. Jingle pour cette table ronde. Un sujet d'importance, je le disais, dans un secteur où la sinistralité est l'une des plus importantes, avec des conditions de travail qui se dégradent, avec un exercice du métier qui se pense encore beaucoup dans une posture sacrificielle au service des bénéficiaires. Comment mieux prévenir les risques professionnels et comment améliorer la qualité de vie au travail à travers ce type d'action? Quels leviers, quels dispositifs, quelles compétences mettre en œuvre pour cela? On va en parler dans ce premier temps de l'après-midi avec mes deux invités que je vais vous présenter tout de suite. Avec nous, David Causse, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, conseiller référendaire au service extraordinaire de la Cour des comptes. Vous y officiez au 6e bureau, dans le champ notamment du médico-social, un secteur que vous connaissez bien pour avoir dirigé des établissements, accompagné des fédérations, et vous pilotez aussi un MBA destiné aux directeurs d'établissements du secteur. Vous nous parlerez d'un rapport que vous avez produit pour la Cour des comptes sur ces risques professionnels. On en parlera dans quelques instants. Et puis avec nous, Laurent Kerangueven, bonjour. Ergonome à l'INRS, vous travaillez à l'accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre de programmes de prévention des risques et qui à la fois met à profit les bases de recherche de l'INRS, et elles sont nombreuses, et puis qui travaille au plus près des acteurs que sont les entreprises et que sont les salariés. Je voudrais commencer en essayant de prendre une vue un peu d'ensemble sur ce qu'est cette sinistralité dans le secteur, souvent énoncée, souvent dénoncée, pas toujours bien étayée et comprise. Et c'est l'une des vertus de votre travail, David Causse, que vous avez conduit, ce rapport qui permet véritablement, un peu dans le fil de l'alerte qu'avait été le rapport de Myriam El Khomri, qu'on avait reçu dans ces mêmes rencontres, de mettre véritablement les chiffres et les mots sur la réalité de cette sinistralité que vous avez regardée dans le monde de la personne du grand âge, dans le monde du handicap, pour les établissements publics, pour les établissements privés. Donc c'est vraiment une vue d'ensemble que vous nous portez sur ce qu'est cette sinistralité et là aussi sur ce qu'en sont les explications. Je vous laisse la parole, on en parle après. C'est à vous. Alors, d'abord, merci d'avoir invité la Cour des comptes et un membre de la 6e chambre. Il n'y a pas de bureau à la Cour des comptes, il y a des chambres, puisqu'il s'agit d'une juridiction, à faire état de ce travail d'objectivation, en fait, des risques professionnels et de ces enjeux dans le secteur médico-social du grand âge et de l'autonomie. Je cherche à faire survenir quelques diapos qui ne parviennent pas pour l'instant, je les espère. En attendant voilà, qu'elles se manifestent, deux idées. Comment travaille la Cour des comptes sur ces sujets? Des investigations de terrain. On va voir des établissements et services médico-sociaux. On va voir leur écosystème, des départements, des agences régionales de santé, mais également des CARSAT, qui sont l'organisme de la branche des accidents de travail et maladies professionnelles, mais également l'inspection du travail, la DRETS. Bref, notre premier travail est une investigation de terrain pour voir concrètement comment les choses se passent. On écoute évidemment les administrations centrales, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNAM, et on écoute aussi des experts qui peuvent être des universitaires ou des figures de référence du sujet comme Serge Volkoff ou Dominique Ludier, ou Madame Armoriot qu'on va entendre tout à l'heure dans une prochaine table ronde, mais également des aides-soignants qui ont réfléchi sur la pratique, comme Alexis Bataille, comme Florence Brault, comme Guillaume Gontard, de manière à être au plus près des réalités de terrain telles qu'elles sont vécues. Alors, ce travail avait pour objectif de mettre quelques points de repère. Le secteur médico-social est un secteur très vaste, presque 20 000 établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées,
privé. Et la couleur bleue représente le secteur public, allez les bleus, et la couleur verte représente le secteur privé, allez les verts, deux expressions qu'on aime bien dans notre pays. Pour ceux qui ont un peu d'âge, ça fait penser à Saint-Étienne. Et donc, on a affaire à un effectif considérable de professionnels concernés, presque 730 000 personnes. Alors, je vais expliquer pourquoi une colonne au milieu est un peu et verte et bleue. Ça, c'est une astuce de présentation que les services d'iconographie de la Cour des comptes ont su faire, parce que il y a un secteur privé très majoritaire, notamment du fait du secteur du handicap, qui est très majoritairement privé non lucratif, avec presque 500 000 salariés concernés, donc qui relève de la branche accident de travail, maladie professionnelle de l'assurance maladie. Il y a également des structures privées de statut commercial avec le secteur des EHPAD ou le secteur des EHPAD privés de statut non lucratif et les services à domicile. Du côté des bleus, purement bleus, c'est les personnels titulaires de la fonction publique qu'on va trouver dans des établissements publics de santé avec des maisons de retraite, des EHPAD qui sont rattachés. On va aussi y trouver quelques structures du handicap plus rarement, et également toutes les structures publiques relevant des centres communaux d'action sociale, presque 150 000 agents. Et alors, dans la catégorie du milieu, avec une couleur un peu mixte, en fait, on a une catégorie un peu étonnante, qui est celle des 70 000 personnes qui sont soit des contractuels qui exercent dans des établissements publics, mais qui, en tant que contractuels, relèvent du droit privé, de la protection des accidents de travail et des maladies professionnelles, mais on a également des agents titulaires de la fonction publique hospitalière, mais qui font moins de 28 heures par semaine et qui, à ce titre, ne relèvent pas des bleus, mais relèvent des verts. Ceci pour dire que déjà, au sein même des établissements publics médico-sociaux, avoir une vision d'ensemble des risques professionnels, c'est déjà une construction intellectuelle et statistique assez subtile, assez délicate. Premier constat pour dire que pour faire une vision d'ensemble du sujet, il n'est pas possible de le faire sur des bases statutaires. Les informations ne sont pas mixées entre le champ privé et le champ public. Les deux ont leur mérite, je vais y revenir. Le seul endroit où il y a une vision totalement transversale des risques professionnels et des données qui sont accessibles à qui souhaite s'intéresser au sujet, c'est dans le tableau de bord des établissements médico-sociaux de l'ANAP, de l'Agence nationale d'appui à la performance, qui vise l'ensemble de ce champ et qui recueille des données de sinistralité. J'ajoute que les données de l'ANAP ont été d'autant plus précieuses qu'elles nous ont permis de préciser les données de l'assurance maladie et de la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour le secteur public, parce qu'elle nous a apporté, c'est de la technique, mais c'est important, une information qui était le couplage entre les données des SIRET, donc les coordonnées des employeurs, mais les employeurs, ça ne dit pas quel est le métier précisément exercé par un établissement, ESAT ou EHPAD ou service à domicile, et le numéro FINES qui est en fait la carte d'identité médico-sociale des structures, ce qui nous a permis de faire les graphiques qui vont suivre. Alors, grâce à ce travail de couplage de la clé ANAP sur les données de la CNAM, là on est sur les données de la CNAM, on voit avec sur la base horizontale le niveau de sinistralité, qui est un indice de fréquence, un nombre d'accidents de travail pour 1000 salariés, qui est un indicateur tout à fait classique sous le contrôle de mon collègue du secteur de l'accidentologie au travail. Et au plan horizontal, on avait ajouté un point de repère qui est plus original, qui est le niveau de sévérité des accidents. On avait convenu avec la branche de la CNAM, accident de travail, qu'au-delà d'un pourcentage d'IPP, d'invalidité professionnelle liée à un accident de travail de 10%, là on était dans des éléments de sévérité qui nous sortaient clairement de la bobologie, qui nous sortaient clairement des petits accidents. On voit que les établissements et services médico-sociaux, vous voyez, c'est le petit carré en orange, et hélas, c'est le plus à droite, si j'ose dire, en termes de sinistralité de l'ensemble des champs d'activité. Le BTP est connu comme étant un secteur à haute préoccupation d'accidentologie. Alors, il figure très haut parce que les accidents qui s'y présentent peuvent être très graves, des chutes de grande hauteur, mais on voit bien qu'en termes de niveau de sinistralité, c'est un secteur qui a fait beaucoup de progrès. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui peut être inspirant à certains égards pour les initiatives qu'il a su prendre depuis plusieurs décennies.
Le travail que nous avons pu faire, je dirais, sur les épaules du travail de Myriam El Khomri, comme tu l'as dit, Régis, c'est aussi de préciser où se situe le risque dans le secteur social et médico-social. Dans le secteur médico-social, on a des centres d'accompagnement médico-social, des CAMS en petite enfance, qui sont d'activités de consultation de bureau, et qui comportent des risques peut-être de sédentarité, mais qui ne sont pas le niveau des risques extrêmement élevés qu'on va trouver, vous le voyez dans l'encadré orange, des maisons d'accueil spécialisées pour des personnes lourdement handicapées, dans les EHPAD, mais également, ça a été une de nos surprises dans l'examen des données, mais également dans les services à domicile médicalisés, les services de soins infirmiers à domicile et les SPASAD. Des niveaux de risque très élevés, et je dirais qu'en regardant ce graphique, si j'ose dire, qui présente aussi l'avantage d'une indication thermique, avec en couleur l'endroit en rouge, les zones où les accidents continuent de progresser, eh ben, on voit, si on veut s'attaquer à la question des accidents de travail dans le secteur médico-social, où et par qui il faut commencer. On voit aussi qu'autour des services à domicile, une des politiques publiques importantes, qui est d'ailleurs souhaitée par les usagers, par les personnes vivant à domicile et qui souhaitent y vivre le plus longtemps possible, on voit qu'un virage domiciliaire a été engagé, c'est une très bonne chose, mais on voit aussi qu'il ne peut pas se réaliser à n'importe quelle condition, au risque de survirage pour la santé des personnels qui interviennent à domicile, qui ont des tournées, donc il y a des accidents de trajet, bien entendu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des risques d'une intervention isolée à domicile, sans la possibilité de se faire aider par un collègue, de travailler en binôme, comme cela peut l'être en établissement. Puis il y a d'autres risques qui tiennent au fait que les appartements, les maisons peuvent ne pas être adaptés, les lits peuvent ne pas être à hauteur variable. Bref, il y a une question d'adaptation des conditions de travail à domicile qui ressortit très très clairement en regardant ce graphique. Alors, tous ces tableaux, tous ces chiffres figurent dans le rapport de la Cour des comptes, est accessible à chacun sur le site internet de la Cour. Vous mettez enjeux, risques professionnels, établissements médico-sociaux sur votre moteur de recherche avec Cour des comptes et vous trouverez tous ces éléments-là. Ce tableau montre, qu'est-ce qu'il montre? C'est que de 2016 à 2019, le nombre des accidents de travail a augmenté de 43%, ce qui est considérable sur ces 4 années. Donc, tout le monde parle aujourd'hui d'un effet crise Covid, d'un affaiblissement, d'un effilochement de motivation qui aurait pu être créé par la pandémie. Il y a effectivement des difficultés qui sont liées au millésime 2020-2021. Mais on voit qu'on est devant un problème structurel de fond qui évolue depuis plusieurs années et que la crise pandémique ne résume pas à elle seule. On constate, c'était la première fois que c'était fait dans le secteur du handicap, que la progression des accidents de travail connaît également une évolution assez fulgurante également, presque 36%. Alors un facteur qui peut réunir ces deux champs, au-delà des problématiques de recrutement, de fidélisation sur lesquelles on reviendra, c'est que l'évolution vers des prises en charge à domicile, qui est le désir des Français, de leurs proches, très majoritaire, et qui est accomplie par les politiques publiques, a aussi une conséquence, c'est que du coup, les situations qui sont dans des établissements d'hébergement à temps plein, dans le secteur du handicap ou dans les EHPAD, sont des situations caractérisées par des niveaux de perte d'autonomie extrêmement fortes et un poids qui pèse très très lourdement sur les agents, les salariés qui y exercent. Alors, juste un élément, quand on voit que presque 3 500 000 journées ont été perdues au titre des accidents du travail pendant l'année 2019, et ça ne cesse d'augmenter, hélas. Juste l'idée que ça représente plus de 15 000 postes à temps plein par an, qui sont perdus tous les ans. Et ceci pour mettre ça en lumière avec l'effort consenti par les pouvoirs publics annoncé sur plusieurs années d'ici 2027 d'augmenter les effectifs de 50 000 postes avec un rythme entre 3 000 et 5 000 postes par an. Et ben on en perd 3 fois plus dans le secteur avec les accidents de travail, ce qui montre l'importance, l'enjeu de savoir faire mieux, de savoir faire différemment à l'avenir. Alors, quelques éléments d'analyse de notre enquête de terrain. Tout d'abord, on se rend compte qu'il y a une obligation des employeurs, qu'ils soient publics ou privés, dans notre secteur médico-social ou ailleurs, qui est d'avoir une démarche partagée d'évaluation des risques. Il faut constater qu'aujourd'hui, cet outillage de base n'est pas accompli dans le secteur et c'est quelque chose qui doit franchement évoluer.
La question du taux d'encadrement dans les EHPAD est un sujet qui est sur la table depuis longtemps, qui est connu et reconnu par les pouvoirs publics, y compris par la Cour des comptes dans un rapport qui a été publié en janvier 2022. Bon, la question du domicile, j'en ai déjà parlé. Après, il faut aussi contextualiser sur d'autres points. Le marché de l'emploi soignant est un marché en très haute tension. Celui des aides-soignants, celui des infirmiers, mais enfin le métier clé dans le secteur des EHPAD, c'est le métier d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique ou d'accompagnant éducatif et social ou de faisant fonction. Et donc il y a des travaux qui montrent que c'est dans le top 15 des métiers les plus recherchés en France et un des 5 s'avérant le plus difficile à pourvoir. Voilà. Donc il y a un contexte extrêmement délicat pour les équipes, mais aussi pour les directeurs, pour les agents d'encadrement, qui sont aspirés en permanence par la recherche d'un nouveau salarié, par la recherche d'un remplacement, qui mobilise une large part du temps qu'ils pourraient consacrer autrement à de l'animation d'équipe et à de l'organisation. Il y a eu aussi donc, des mesures importantes salariales qui ont été faites, qui ont été organisées en direction du secteur. Mais une des difficultés majeures rencontrées par le secteur du handicap et celui des services à domicile, c'est que les mesures salariales ont été échelonnées. Et elles ont été échelonnées en mettant le sanitaire d'abord avant le médico-social, le public d'abord avant le secteur privé, le secteur des établissements avant le secteur du domicile. Et donc du coup, les secteurs qui ont bénéficié de ces augmentations, mais qui se trouvaient en bout de chaîne, le secteur du handicap, le secteur des services à domicile, ont subi des départs liés à des augmentations de salaire, et 300 €, 250 € par mois lorsqu'on a ces niveaux de salaire, c'est décisif. Pour prendre une décision de changer d'emploi. Enfin, un phénomène qui ne touche pas que le secteur médico-social et le secteur hospitalier qui n'est pas loin en termes de vivier d'emploi sur les aides-soignants, les infirmiers. Eh bien, nous avons aujourd'hui, vis-à-vis des organisations employeurs, publiques et privées, on peut constater que s'est développée une très large préférence des professionnels, des jeunes professionnels et moins jeunes, pour un exercice en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, pour le redire proprement, et en intérim, et une sorte d'activité multicarte de nombreux aides-soignants et infirmiers qui, peut-être liée à la modestie de leur paye par rapport aux charges de loyer et de vie courante qui pèsent sur eux, accumulent des contrats complémentaires à leur contrat principal, soit consacrent l'intégrité de leur activité, ce qui est considérable, 10% des aides-soignants, à uniquement fonctionner en contrat court, ce qui pose des tas de questions de fonctionnement collectif, de continuité, de qualité de service vis-à-vis des résidents. Dernier élément de cadrage, la Cour des comptes ne se préoccupe pas que d'affaires comptables et que d'économie, mais évidemment on se préoccupe aussi des questions de la manière dont l'argent public est mobilisé, plus ou moins bien mobilisé. Cette affaire-là, des risques professionnels, coûte beaucoup d'argent aussi au secteur, presque l'équivalent de mesures nouvelles sur une année votées par le Parlement en direction du secteur médico-social. Alors il y a des coûts directs importants, le coût des soins, le coût des remplacements, bien entendu, mais il y a aussi tout le coût indirect que je voudrais souligner de manière marquée. Toutes les suggestions de planning qui pèsent sur les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, avec cette incertitude du lendemain. Il y a un ouvrage qui vient d'être publié par Serge Volkoff sur le travail pressé. C'est une édition, je crois, de cette année, et dans lequel il a une formule tout à fait heureuse. Il pose la question de qui demain le travail sera fait. C'est pas de quoi, c'est de qui, c'est avec qui. Avec quel collègue je vais retrouver demain matin ou ce week-end, pour dire en fait l'effet de stress que peut représenter pour les équipes le fait de se retrouver esseulé alors que ce n'était pas prévu au planning. Les équipes sont submergées par la fabrication de CDD. On a rencontré des établissements médico-sociaux avec à peu près 50 salariés dans lesquels on signe 400 CDD par an.
Autant dire que les cadres infirmiers, les directeurs, absorbés par ces tâches administratives pressantes, parce qu'il s'agit de couvrir la nuit, il s'agit de couvrir le week-end, sont aspirés par cette activité et du coup, il y a tout un travail d'animation, de management qui se trouve très certainement pénalisé. Et puis, il y a aussi des fermetures d'activités qui se sont opérées et où les services rendus aux personnes handicapées ou aux personnes âgées ont été réduites, ou des plans d'aide d'accompagnement à domicile ont été réduits. Donc tout ceci n'étant pas extrêmement favorable à la stabilité des effectifs dans le secteur, qui peuvent être affaiblis par les accidents de travail, par les arrêts de travail, mais qui peuvent aussi être profondément affaiblis par des fuites en dehors du secteur. Voilà un peu une photographie rapide de ce que nous estimons être les enjeux considérables, mais aussi, on y reviendra, les leviers sur lesquels on pourrait travailler pour améliorer la situation. Alors peut-être, on voit bien hein, le rapport clair, complet, édifiant. Et d'ailleurs, il y a déjà des questions sur comment est-ce qu'on peut le récupérer. Donc vous l'avez bien dit sur le site de la Cour des comptes, et il est très étayé et très lisible, donc très accessible. Il montre cette sinistralité importante, il montre cette sinistralité étendue sur tous les établissements, sur tous les secteurs, avec cette spirale de plus en plus d'absentéisme, donc de plus en plus de pénuries, et de plus en plus de pénuries qui génèrent elles-mêmes de l'accidentologie, et la boucle se boucle. Un mot peut-être très rapide, parce que je reviendrai sur on ne va pas revenir sur la première salle des bleus et des verts. Elle dit aussi quelque chose qui est lié à votre travail, c'est la difficulté que vous avez eue à collecter les chiffres, notamment chez les bleus. Pourquoi ça a été plutôt particulièrement difficile d'avoir la photo dans les établissements publics ? Alors, dans les établissements publics, il y a plusieurs facteurs qui se superposent dans la difficulté. D'abord, aussi étonnant que ça puisse paraître, les accidents du travail et les maladies professionnelles ne sont pas soumis à déclaration obligatoire dans le secteur public, à la grande différence de ce qui existe dans le secteur privé, qu'il soit de statut non lucratif ou privé commercial. En fait, dans le secteur privé, on cotise, il y a une mutualisation des risques et une gestion des risques par la branche accident de travail de l'assurance maladie, par les CARSAT, tandis que dans le secteur public, les établissements publics sont leurs propres assureurs. Ça veut dire en réalité que c'est à eux de financer les soins à délivrer à leurs agents qui ont été exposés par un accident de travail. Et c'est éventuellement à eux de décider de cotiser à un régime complémentaire qu'ils se choisissent pour couvrir non seulement le risque du coût des soins, mais également le risque d'absentéisme, la couverture du coût de l'absentéisme, ou du remplacement, pour le dire positivement. Et donc, il y a tout un corpus professionnel qui s'est construit depuis des décennies dans le secteur privé qui, il faut le dire, une culture, une gestion des risques qui n'existe pas à la même hauteur dans le secteur public. Il y a aussi une autre dimension, c'est que dans le secteur public, il y a 3 composantes. Il y a des établissements médico-sociaux autonomes qui sont connus directement comme tels par la Caisse nationale des agents de retraite, la CNRACL de retraite des agents des collectivités locales. Mais il y a aussi des centres communaux d'action sociale qui, eux, peuvent relever de centres de gestion départementaux. Et donc, il y a une couche intermédiaire statistique qui ne permet pas de connaître quels sont les établissements concernés. Et puis, il y a aussi des établissements, des EHPAD, qui sont rattachés à des hôpitaux. Et là, on va retrouver une autre couche statistique, on ne peut pas les identifier. Encore une fois, c'est grâce à la précision des outils statistiques et de la base de données de l'ANAP qu'en fait, on a pu retravailler ces données. Ce qui est un peu regrettable, c'est que la CNRACL n'est pas restée inactive pour autant sur ces sujets. Elle a produit des guides, elle a fait des appels à projets pour mettre en avant les bonnes pratiques. La Caisse des dépôts et consignations, qui gère la CNRACL, a également mis en œuvre un outil de déclaration tout à fait performant qui s'appelle ProRisque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, déclare qui veut. Et c'est très certainement un handicap extrêmement sérieux pour la connaissance des risques. Et sans connaissance des risques, sous le contrôle de mon collègue spécialiste et ergonome, sans connaissance de risques, c'est vraiment difficile de les prévenir. Oui, justement, je voudrais avoir un petit mot de regard, de résonance, je dirais, un peu à ce qui s'est dit et à ce que présente David Causse. Et on voit le travail on imagine le travail que ça représente, de minutie et de persévérance. Vous connaissez le secteur du médico-social, mais d'autres secteurs aussi. En quoi
pourquoi est-ce que ce secteur-là concentre un certain nombre de facteurs de sinistralité de manière particulièrement forte? Oui, tout à fait. Alors, je voudrais d'abord dire que je partage complètement les constats établis par David Cos. Dans le secteur, effectivement, il y a une culture de l'aide et du soin à la personne et il y a une confrontation à de la grande dépendance physique et à des troubles cognitifs qui peuvent entraîner une forte charge physique et une forte charge émotionnelle. Et il va résulter de tout ça beaucoup de maladies professionnelles, notamment beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Il va résulter de tout ça des accidents du travail en grand nombre. Donc ça a été évoqué par David Cos. Je suis venu avec des chiffres et qui sont assez éloquents et qui feront écho à un des deux graphes qu'a proposé David tout à l'heure, qui montre bien que l'indice de fréquence, donc qui correspond au nombre d'accidents pour 1000 salariés, est 3 fois plus élevé, voire 3 fois et demi plus élevé dans le domicile que tout secteur d'activité confondu, donc si l'on considère les EHPAD et le domicile. Donc il y a bien une sinistralité particulièrement importante en termes d'accidents du travail, mais aussi de maladies professionnelles. Les salariés du secteur sont aussi exposés à un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux. Il y a aussi beaucoup de restrictions d'aptitude, d'inaptitude. Donc tout ça nous fait dire que la sinistralité y est particulièrement importante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir en prévention et on ne peut pas s'arrêter à ce constat, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer les conditions de travail et la situation? Et ça, c'est vraiment la question qui va sans doute nous intéresser lors de cette table ronde, puisque c'est comment on s'approprie ces constats pour derrière améliorer tous ensemble la situation dans ces structures, qu'elles soient des établissements de type EHPAD ou bien des structures d'aide et de soins à domicile. Oui, ça c'est la grande question. Et puis probablement que la crise sanitaire a révélé et mis aussi en action beaucoup d'actions, beaucoup de mobilisations d'acteurs comme l'INRS et d'autres. On va en reparler autour pour essayer d'adresser ce secteur, sa spécificité et sa sinistralité. Et c'est justement une des vertus. J'ai gardé un peu les résultats du sondage qu'on partagera tout à l'heure, un peu en fin de parcours de notre table ronde, parce qu'ils viendront en relais sur un autre pan de la problématique. Mais si on reste sur les leviers par rapport à ces enjeux d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ce qui est intéressant, c'est que votre rapport pose la situation et il ouvre des leviers très concrets à différents niveaux. Je crois qu'on a une slide que vous avez qui les montre. Sur nos recommandations? Oui. Allez, on y va. On y va. Et je voudrais qu'on les étaye un petit peu, ces recommandations. Vous les portez à différents niveaux. Est-ce qu'on peut avoir on va l'avoir qui va s'afficher. Un des éléments pour cela, pour vous, c'est de repenser le cadre global de régulation de ces structures. Vous avez montré à quel point il pouvait être complexe et hétéroclite, avec plusieurs axes pour vous, celui d'aller peut-être vers une obligation plus grande de déclaration et puis d'une intégration justement de la maîtrise des risques dans notamment la sacro-sainte tarification. Est-ce que vous pouvez nous dire justement au niveau de la réglementation et des organismes de tutelle, quel levier vous voyez? Alors, il y a plusieurs leviers parce qu'une affaire de cette importance suppose une mobilisation de tout niveau d'acteurs. J'ai envie de dire que les employeurs publics et privés sont responsables de la santé, de la sécurité au travail de leurs agents et salariés. Donc il y a de ce point de vue-là pour nous un enjeu extrêmement fort, c'est que demain, lorsqu'un directeur d'établissement va négocier son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec son agence régionale de santé et ou son département quand il y a les deux autorités, soit franchement pas de bon sens ou acceptable qu'il se présente s'il ne peut pas présenter en même temps un DUERP, un document unique d'évaluation des risques professionnels. Pour nous, c'est de l'ordre du permis de conduire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un établissement sur deux qui le réalise. Donc ça nous paraît un signal très fort. Je me souviens d'une très belle personnalité qui avait engagé la réforme de la tarification des EHPAD il y a une vingtaine d'années et qui avait instillé un très joli drapeau très simple, c'était argent contre qualité. Bon, voilà. Si des opérateurs du secteur veulent de l'argent pour soutenir leur activité, il faut qu'ils démontrent une activité consciencieuse d'évaluation des risques et surtout d'évaluation des risques partagés avec les professionnels. Ça, c'est quelque chose de l'ordre de la responsabilité clairement des établissements. Il y a évidemment derrière des outils, on y reviendra, de formation, d'investissement adapté. Du côté des pouvoirs publics, en fait, j'ai fait le point avec des collègues de la CNRACL et de la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, l'arrêté qui est attendu sur la déclaration par le secteur public des accidents de travail n'est toujours pas paru.
Donc, notre rapport a été publié en octobre 2022, mais on espère que cette initiative va enfin cheminer. Du côté des pouvoirs publics, il y a aussi un autre enjeu, c'est celui d'intéresser la partie de manière très concrète avec une tarification des accidents de travail qui, pour faire simple, intègre une notion de bonus-malus. On en a parlé quand on a préparé cette séance. En fait, aujourd'hui, dans le secteur médico-social, on applique un taux moyen, quel que soit le niveau du risque auquel différentes structures sont exposées. Or, avec les mêmes contraintes réglementaires, avec les mêmes missions, les mêmes effectifs, on constate que, pour autant, tous les établissements ne produisent pas la même sinistralité. Et il y a bien un facteur management, il y a bien un facteur participation. Donc il y a bien des éléments qui relèvent de ce niveau de responsabilité. Et donc, une des options posées par la Cour, avec prudence, en disant que ça devait être progressif, c'est de dire qu'il faudrait introduire une tarification du bonus et du malus. D'ailleurs, dans les confidences que nous avons reçues sur le terrain lors de nos investigations, nous avons même entendu des responsables de ressources humaines dans des groupes médico-sociaux nous dire ça serait vraiment bien que vous fassiez ça parce que vous avez redonné de l'importance à notre activité ressources humaines, prévention, information, parce que derrière, il y a des ressources que l'on préserve ou que l'on perd à travers des surcotisations auxquelles on est exposé. Et puis, il y a naturellement d'autres dimensions, je dirais, plus concrètes, en fait. Ce que nos travaux ont pu montrer, les travaux de la Cour, vous m'avez cité, c'est très élégant, mais c'est toujours un travail collégial, mettent en avant clairement que si on veut taper sur les zones à risque et améliorer les choses, c'est EHPAD, MAS, SSIAD et SPASAD. Et on sait où sont les risques, puisque on peut aller collecter l'information, on a montré la voie. On sait ensuite que 60% des accidents de travail, c'est des accidents de transfert, de manutention de patients. On sait que pour presque 60%, que pour presque 15%, il s'agit de chutes. Bon, quand on sait ça, ça veut dire qu'on est capable de guider très très clairement les mesures de prévention qu'on peut mettre en œuvre, les investissements qui sont réalisés. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que les agences régionales de santé qui veulent agir sur ce secteur, les départements, les CARSAT, lancent des appels à projets pour que les établissements qui s'estiment concernés par l'appel à projet puissent répondre. Donc l'initiative est tout à fait intéressante, c'est de récompenser ceux qui prennent des initiatives. Mais hélas, ce n'est pas nécessairement ceux qui prennent des initiatives qui sont les plus concernés par l'accidentologie. C'est aussi souvent pas les premiers de la classe. Les plus dynamiques, les plus agiles, etc. Et nous, de manière très pragmatique, ce que nous avons écrit, c'est que les agences régionales de santé, les départements, les CARSAT pourraient s'entendre pour que dans le cadre des CEPOM et en présence d'objectifs de réduction des risques qui seraient prévus dans le cadre de ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, eh bien, des moyens soient concentrés, délégués, et leur investissement soit ensuite validé, vérifié et évalué en direction des établissements les plus à risque, mais également des professions et des situations les plus à risque. Parce qu'on les connaît, en fait. Hein. On sait que les aides-soignants sont très largement surreprésentés dans les professionnels exposés. On sait quelles sont les situations aides-soignants et proches, hein, aides médico-psychologiques et faisant fonction. On sait dans quels établissements, on sait dans quelles situations, sous le contrôle du professionnel de l'ergonomie, de la prévention des risques. C'est des choses qu'à l'INRS, on sait travailler. On peut cibler. Ah oui. On peut cibler aussi, et ça c'est un enjeu au niveau, on le voit, de la réglementation, au niveau des tutelles. L'autre enjeu, il est au niveau de l'organisation du travail elle-même, au sein de l'établissement et entre établissements. Quelles sont pour vous les pistes d'amélioration à ce niveau-là ? Alors, il y a des pistes qui relèvent de l'initiative des opérateurs et de diligence et de gouvernance lucide. J'attends un petit graphique pour le montrer. Et puis, il y a des initiatives qui sont portées par des structures dont la vocation est de produire de l'action collective. Il y a l'OPCO Santé, hein, l'opérateur de compétences, a testé depuis 2 ans en Nouvelle-Aquitaine un outillage complet
pour faire un plan personnalisé d'amélioration de la gestion du risque et de conscientisation de risque par tant les salariés que les employeurs. Et maintenant, il est prêt, il est disponible pour tous les opérateurs du secteur qui sont afférents à l'Opco Santé pour avancer. Il y a la CARSAT Bretagne aussi a fait un très joli travail d'animation et de réflexion avec plusieurs établissements médico-sociaux autour du métier d'aide-soignant, l'attractivité, la qualité de vie au travail, la prévention des risques. Et là, on voit sur ce... Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit autre chose. Alors, c'est un peu techno, je vous l'avoue. Je suis, moi, absolument incapable de faire un graphique comme ça, mais j'ai des collègues data scientists à la Cour qui savent manier des bases de données énormes et les faire parler. Et alors là, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est le niveau d'absentéisme pour accident de travail, maladie professionnelle. Et on a deux courbes, une courbe pour les structures qui sont mono-établissements et celles qui sont multi-établissements. Ce qu'on voit en fait très clairement dans l'écart entre la courbe bleue et la courbe verte, ou bleu de Prusse, bleu foncé, c'est qu'en fait, les structures mono-établissements et qui sont en général de petite taille, sont extrêmement vulnérables, beaucoup plus vulnérables, sans doute parce qu'il y a des fonctions de ressources humaines, il y a des fonctions de prévention, de formation qui sont beaucoup plus difficiles à organiser à l'échelle d'une structure monosite qu'à une échelle d'une entité publique ou privée qui va gérer plusieurs sites et qui va pouvoir avoir des fonctions d'analyse, de gestion et de participation plus structurées. Ce que nous avons écrit dans notre rapport, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 établissements et services médico-sociaux portés par 7 500 personnes morales, publiques et privées. Mais il y a encore dans notre pays 4 700 personnes morales qui ne gèrent qu'un seul établissement et service. Alors là, je sais que ce n'est pas forcément un propos qui va faire plaisir, mais je l'assume. Je l'assume dans mes fonctions d'aujourd'hui, parce que c'est la Cour qui le dit, mais j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres fonctions auparavant, quand je travaillais comme DGA de la Fédération hospitalière de France, ou dans un rôle équivalent à la FEAP, Fédération privée non lucrative, ça dans des vies passées. Ces structures isolées, il n'est pas raisonnable durablement de rester seul. Alors il ne s'agit pas de... On ne va pas ouvrir ce débat-là parce que le mentionner est bien, mais... En tout cas, il s'éclaire assez chiffres. Il faut s'inscrire dans les structures de mutualisation. J'ajoute que la DARES, organisme de recherche du ministère du Travail, a dans des publications montré également que ces structures de petite taille ont encore plus de mal à recruter et à fidéliser les personnels. Voilà. Donc là, il y a un effort de consolidation du secteur médico-social qui est devant nous et qui appelle de la part des dirigeants, ce qu'il y a de plus délicat, c'est de savoir penser l'avenir, y compris en bousculant les repères et les habitudes dans lesquels les fonctionnements se sont Et au sein même des installés. Organisations, est-ce qu'il y a un enjeu aussi, notamment d'encadrement, qui se pose ? Clairement, tous les ergonomes de référence avec mon collègue Serge Volkov, Dominique Lhuillier, où je pense aussi à l'ouvrage d'Yves Clos, qui est un ouvrage très intéressant, Le prix du travail bien fait, qui consacre un chapitre entier aux EHPAD, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, aussi comme les écrits de Madame Arborio sur le sale boulot, entre guillemets, le boulot qui pèse sur les épaules des aides-soignants, montre que dès lors qu'il y a une réflexion partagée sur le contenu concret du travail, qui permet de développer des capacités d'analyse partagée et d'autonomie sur l'organisation du travail, à ce moment-là, des espaces d'amélioration, parce qu'il y a des espaces d'adhésion individuelle et collective, il y a des espaces d'amélioration considérables. Je me suis noté la définition faite par les partenaires sociaux sur ces sujets. Ils ont écrit ensemble, dès 2013, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur celui-ci détermine la qualité de vie au travail. Et donc, on voit là qu'on est devant, comme disait mon collègue, quelque chose à la fois de très profond mais de très saisissable, qui est de transformer le constat en dynamique d'analyse partagée et d'action. Justement, là-dessus, je voudrais peut-être prendre le relais aussi un peu avec Laurent sur la manière dont justement l'INRS travaille à moduler les organisations de travail autour de ces enjeux-là. C'est vraiment une approche que vous avez eue et portée depuis quelques années, c'est celle d'avoir des actions qui soient des actions collectives et des actions qui agissent sur l'organisation, avec deux notamment dispositifs très forts que vous portez, qu'on va essayer d'évoquer ensemble. Le premier que vous portez,
porté, c'est celui du dispositif d'analyse globale de l'activité sur la prise de charge, qui se fait en mode projet. En quoi est-ce qu'il consiste et en quoi est-ce qu'il se différencie de ce qu'est le document unique, en fait, on peut le dire? Oui, alors il se différencie de ce qu'est le document unique parce que il s'agit d'un document opérationnel. Le document unique est le résultat finalement d'une obligation réglementaire. Par contre, tous les éléments de connaissance, les méthodes, les outils que l'on va mettre à disposition des entreprises et des structures du secteur sanitaire et social vont leur permettre de structurer leur démarche de prévention, d'établir, de développer une culture de prévention au sein de l'entreprise, qui soit durable, qui soit pérenne. Et en l'occurrence, en matière de prévention des troubles musculo-squelettiques, on propose effectivement aux entreprises et aux structures du secteur médico-social une méthode qui s'appelle la méthode d'analyse de la charge physique de travail et qui vise à appréhender de manière globale les conditions de travail, les conditions de réalisation du travail, en agissant en commençant par un repérage des situations de travail qu'on peut considérer comme étant les situations de travail les plus à risque. Alors, pour beaucoup, il s'agit de situations de travail qui impliquent la mobilisation de personnes. Ça a été dit, plus de 60% des accidents du travail sont liés à la mobilisation de personnes. D'autres situations de travail qui vont entraîner des chutes de plein pied, ou la chute combinée du patient et de l'aidant. Donc tout ça va peut-être repérer au travers des outils que l'on propose au sein de la méthode. Je précise que c'est une méthode qui se veut participative et pluridisciplinaire et donc qui met la mise en discussion de l'activité au centre de la méthode. C'est essentiel pour pouvoir justement évaluer le travail réel, la réalité de terrain sur laquelle il va être possible derrière. Elle est mobilisatrice, vraiment. Complètement, elle est mobilisatrice. Donc, première phase, repérage des situations de travail. Seconde phase, une analyse un peu plus approfondie des situations de travail que l'on juge comme étant prioritaires. Et troisième étape, c'est de réaliser un plan d'action de prévention pour pouvoir maîtriser les risques professionnels auxquels sont soumis les salariés de ce secteur d'activité. Avec, et dans votre approche, une approche presque en entonnoir, puisqu'il y a un autre dispositif qui arrive derrière que je trouve très, très innovant et qui peut être différencié, mais qui peut être complémentaire aussi du premier. C'est le dispositif dit ALM, d'accompagnement de la mobilité. Et le principe repose sur l'autonomisation des personnes bénéficiaires. C'est-à-dire plus ils et elles font, moins aussi, à un certain niveau, jusqu'à un certain niveau, le professionnel va s'exposer à faire à la place d'eux aussi. En quoi consiste l'AMM et comment, là aussi, c'est un dispositif participatif et de changement de culture? Complètement, c'est un vrai changement de culture, c'est un changement de paradigme en matière de manutention manuelle de personnes, puisque cette démarche ALM, elle consiste à utiliser les capacités de la personne aidée pour pouvoir la faire participer à sa propre mobilisation, tout en l'accompagnant dans ses mouvements, bien évidemment. Donc, elle poursuit un triple objectif qui va être de favoriser l'autonomie des patients et préserver aussi leur confort lors de l'acte de mobilisation. Second objectif, ça va être de permettre aux soignants, à l'aidant, de réaliser l'acte de manutention en toute sécurité. Et puis le troisième objectif, ça va être de maintenir en emploi des personnes qui auraient des restrictions d'aptitude ou des travailleurs vieillissants, par exemple, qui seraient en capacité de pouvoir réaliser ce type d'acte de manutention dans la mesure où elle est participative, puisqu'elle est partagée entre le soignant, l'aidant et la personne mobilisée. Ça se développe comment les deux dispositifs, alors l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, dans le secteur du domicile? On a vu que c'est un secteur où l'accidentologie est forte. Mobiliser les gens, on a vu ce matin ensemble, c'est pas forcément facile dans ce monde-là. Ça fait très établissement designé plus que domicile possible. Tout à fait. Alors, les différents outils que l'on met à la disposition des entreprises, que ce soit la méthode d'analyse ou bien la démarche ALM, conviennent tous deux à la fois aux établissements, mais aussi au domicile. Alors, bien évidemment, il faut prendre en compte les spécificités du domicile, et cela passe aussi par la formation des différents acteurs de l'entreprise. Donc en EHPAD ou au domicile. Donc ça peut passer par la réalisation de formations continues de type PRAP, donc prévention des risques liés à l'activité physique, PRAP 2S pour le secteur sanitaire et social, ou bien des formations ASD, aide et soins à domicile, qui intègrent les grands principes de la démarche ALM en leur sein. Cela passe au domicile, bien évidemment aussi par la mise à disposition d'aides techniques, d'aide au déplacement, donc à minima des draps de glisse, des poignées de traction, des lits médicalisés qui vont permettre de faire en sorte que les bénéficiaires puissent participer à leur propre mobilisation. Donc le professionnel, finalement, a un rôle d'accompagnement.
d'accompagnement physique, donc sans effort physique, d'accompagnement verbal en expliquant, en guidant par exemple. Et puis il y a aussi un rôle d'usage, d'utilisation d'aide technique et d'aide à la mobilisation qui est essentiel et qui va permettre de compenser la partie des déplacements que le bénéficiaire ne peut pas réaliser seul. Vous parlez des outils, de ces aides techniques notamment, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, il y a des catalogues entiers, on en choisit, ça coûte de l'argent, parfois on se les voit un peu traîner dans des coins parce qu'on les a un peu utilisés, puis finalement on se dit non, on fait mieux sans. Vous travaillez aussi un guide de choix de ces aides techniques, là aussi conçu dans une approche un peu collaborative. Au-delà du guide lui-même, derrière il y a aussi un écosystème où il y a des fabricants. Est-ce que ces fabricants aujourd'hui, vous travaillez avec eux, j'imagine, est-ce qu'ils sont de plus en plus sensibilisés? Est-ce qu'ils font évoluer leur matériel au regard de ce que vous dites et de ce que nous présentait David tout à l'heure? Oui, totalement. Alors, on agit finalement envers différentes cibles, envers les fabricants, envers les décideurs en établissement, donc notamment les personnes en charge des achats, et puis les utilisateurs. Donc pour les fabricants, effectivement, on va les outiller, leur aussi apporter de la méthode pour qu'ils puissent intégrer la prévention dès la conception des nouveaux équipements. On souhaite qu'ils se basent sur les besoins et les usages attendus sur le terrain, donc qu'ils aient une réelle aussi analyse de l'activité, de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir bien comprendre les usages attendus. Ensuite, vis-à-vis des professionnels des achats en établissement, il va être aussi essentiel d'acheter l'équipement qui correspond et qui est en adéquation avec un besoin. Qui, sur la base d'un cahier des charges, qui puisse à la fois contenir les exigences techniques attendues, mais aussi les besoins liés à la maintenance, à l'entretien, les besoins en termes d'hygiène, etc., qui doit aussi orienter vers le choix d'une aide technique donnée, par exemple. Vous avez parlé d'aides techniques qu'on retrouve parfois dans les placards ou au bout du couloir et qui ne sont pas utilisées. Il va falloir vraiment se poser la question de à quoi l'aide technique que l'on va acheter va servir et est-ce qu'elle répond à un réel besoin. Il faut se poser la question du nombre d'aides techniques dont on a besoin pour pouvoir répondre aux besoins des professionnels lorsque le besoin s'y prête. Et puis, vis-à-vis des utilisateurs, il est essentiel aussi de les former à l'utilisation en toute sécurité de ces équipements d'aide à la mobilisation, tout en ayant en tête que les équipements d'aide au déplacement qui vont être achetés doivent être en phase avec les grands principes de la démarche ALM, à savoir ne pas porter totalement la personne, mais favoriser, dans la mesure du possible, son autonomie. Je voudrais qu'on aborde juste rapidement dans les minutes qui nous restent un dernier sujet, et il est d'importance. Prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles, remet la question du travail, et on l'a vu avec vous deux, au centre un peu du débat. Et derrière la question du travail, il y a l'absentisme, mais il y a aussi la qualité de vie au travail. Est-ce qu'on peut avoir les résultats de notre sondage qui était sur les leviers de l'attractivité pour voir si justement c'est quelque chose qui revient? Alors, je suis désolé parce que la technique, je lui fais faire beaucoup d'acrobaties et j'en suis désolé. Mais si on l'a, parce que j'imagine que c'est un sujet qui revient là aussi, dans ces enjeux, dans ces moments-là, et dans les résultats de ce sondage-là. Quand il arrivera, on le regardera. Mais justement, peut-être avec vous, Laurent, la qualité de vie au travail, c'est le voilà. On voit rémunération, organisation du travail et management arrive en deuxième. La pénibilité, c'est 26%, le climat de travail, 17%. Donc on voit que ce sont des sujets importants d'attractivité, cette qualité de vie. Dans quelle mesure ce que vous portez à travers l'approche très participative, très ouverte de ces approches-là, permet aussi de poser la question de la qualité de vie au travail de manière plus ouverte et plus centrale dans les organisations? Oui, tout à fait. Alors l'approche participative et pluridisciplinaire que l'on promeut, finalement, elle va permettre de mettre en discussion les difficultés que l'on rencontre dans le cadre de son travail. Elles vont permettre de mettre en discussion les risques auxquels sont soumis les différents salariés et puis de co-construire des solutions de prévention. Et il est possible d'aller plus loin et d'évoquer aussi des solutions plus individuelles qui concernent la qualité de vie au travail. Mais attention, parce qu'en matière de prévention, il s'agit avant tout d'agir sur les conditions concrètes d'organisation du travail. Donc en réfléchissant sur l'organisation du travail, en mettant à disposition les outils, les aides techniques qui conviennent, en formant les salariés aux différentes démarches qui peuvent les aider dans le cadre de leur activité. Donc en prévention, on va d'abord agir sur le collectif et les actions en lien avec la qualité de vie au travail peuvent venir en complément et s'inscrivent parfaitement en complément d'actions agissant sur les conditions concrètes
de réalisation du travail. David Causse, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que finalement la prévention, c'est aussi construire le cadre du dialogue pour une discussion, ce que vous avez dit un peu tout à l'heure, sur la qualité de vie au travail plus globale? Oui, il me semble que l'amélioration rejoint tout à fait ce qu'a indiqué Laurent et participe d'une dynamique d'ensemble. Il y a clairement dans le secteur des actions qui doivent être engagées pour l'organisation du travail et sa mise en discussion et sa remobilisation. Mais je pense au rapport qui a été rendu récemment par le docteur Philippe de Normandie, Madame Cress-Guilly et Alexis Bataille, avec lequel j'ai travaillé, qui a été aide-soignant, puis qui est aujourd'hui infirmier sur prendre soin des soignants. On a aussi affaire à un public qui est peut-être un cordonnier pas très bien chaussé, qui est très très près des questions du soin, mais dont on constate qu'il s'expose beaucoup, on vient de le dire, mais que par ailleurs il recourt pas si facilement que cela aux soins. Il y a un baromètre qui a été fait par la Mutuelle nationale des hospitaliers qui montre que les professionnels, souvent féminins, d'ailleurs il y a des questions d'adaptation du matériel. Je l'ai beaucoup entendu sur le terrain, que les chariots sont faits pour des messieurs de 1m80, de 78 kg, et pas pour des jeunes femmes, et que la taille des roues rend les centaines de kilos poussés tous les jours extrêmement... voilà, donc il y a ce type de débat sur les matériels, mais il y a aussi très simplement le constat que nous avons des professionnels de santé sous tension qui mettent en danger leur santé, qui prennent beaucoup de médicaments dont ils savent qu'ils ne sont pas bien heureux pour leur santé, et qui n'accèdent pas forcément aussi clairement qu'ils le devraient à la prévention, on l'a évoqué, mais également aux soins lorsque ça leur est nécessaire. Donc c'est une action à plusieurs dimensions dans laquelle, je dirais, toute la chaîne de professionnels et de responsabilité a sa place. On a aussi écrit dans notre rapport, on l'a démontré statistiquement, il y a un beau graphique, il faudrait quand même que je le montre s'il a... Alors, on va redemander à la régie si on peut revenir sur le dernier graphique de M. Causse. Voilà, mais qui montre que, enfin, on a montré que l'amélioration du taux d'encadrement dans les EHPAD est susceptible à lui seul, enfin pas à lui seul, avec les conditions d'organisation et de management, mais rien que ce facteur-là pèse pour presque 30% de la sinistralité dans le secteur des EHPAD. Ce qui montre qu'il y a des questions d'organisation, il y a des questions de management manifestement, d'outillage de prévention, mais enfin les caractéristiques de l'emploi créent une surexposition qui mérite un soutien continu des pouvoirs publics. Alors le voilà. Là, c'est un graphique, encore une fois, fait par mes collègues data scientists, où on voit la progression du taux d'encadrement jusqu'à un agent pour un résident, tout professionnel confondu, ça c'est sur la barre horizontale à droite, et puis on a le niveau d'accident du travail en ordonnée, en verticale sur la gauche. C'est un nuage de points complexe qui rassemble presque 7500 points, hein, mais la corrélation est très très claire. L'amélioration du taux d'encadrement améliore les conditions d'emploi d'un emploi qui reste exposé à tous les types de risques qu'on peut recenser. Hein. Tu l'as dit, Laurent, c'est risques physiques, risques relationnels, mais également risques chimiques, risques biologiques. Donc, ce sont des professionnels, et notamment les aides-soignants, sur lesquels il est vraiment important que la communauté professionnelle et la communauté universitaire se penchent, puisqu'on est dans des journées scientifiques. D'ailleurs, dans une de nos recommandations, il y avait celle que la Société française de médecine du travail consacre une recommandation à l'amélioration de la santé au travail des aides-soignants. Question de nos et remarque aussi de nos auditeurs qui nous suivent. Remarque pour vous, David Causse, surprenant chiffre. Car les nôtres, cela vient de CARSAT, mettent de loin les SAD en avant avec un indice de fréquence à 107%. Alors voilà, ils ont ces CARSAT-là en tous les cas. Je n'en ai pas la source exacte, dit qu'ils ont un peu d'autres chiffres. Non, mais je pense que c'est vrai. Je rends la main de suite. En fait, nous avons travaillé sur les établissements médico-sociaux. Or, les services d'aide autorisés à domicile ne sont pas partie prenante des établissements médico-sociaux. C'est un sujet qui avait déjà été bien labouré et démontré par le travail de Myriam El Khomri. Voilà. Mais hélas,
on va dire que la grande famille du champ social et médico-social intervenant à domicile auprès des personnes âgées et du grand âge, pour rejoindre les collègues de la CARSAT, ont le triste privilège de cumuler à eux deux la position de tête, hélas, en termes de sinistralité. Deuxième question, alors, pratique, le guide des aides techniques de l'INRS est-il déjà en ligne ou pas encore? Est-il possible de nous indiquer le lien? Alors, on indiquera tous les liens après. Oui, après. Mais on le trouve sur le site de Oui, l'INRS? alors globalement, sur le site web de l'INRS, vous retrouverez tout un tas de ressources qui peuvent être utiles alors, à la fois aux fabricants, concepteurs d'aides techniques, utilisateurs, et puis acheteurs, pour pouvoir les aider à choisir les techniques adaptées à leurs besoins. Et puis, vous retrouverez aussi la méthode d'analyse de la charge physique de travail pour le secteur sanitaire et social qui est disponible sur notre site web avec la référence ED 6291. Vous retrouvez un petit dépliant qui illustre et qui explique ce qu'est la démarche ALM, accompagner la mobilité. Et puis, vous retrouvez aussi une série de 10 petites vidéos qui permet d'expliquer aussi les grands principes de la démarche ALM de manière illustrative. Donc, n'hésitez pas à les télécharger sur notre site web. Tout est à disposition, tout est gratuit. Les questions, les bons élèves sont-ils représentés par les tutelles en matière de bien-être au travail? Si oui, pourquoi ne pas faire le lien et comprendre leur fonctionnement? Est-ce qu'il y a derrière ça, en effet, des communautés de bonnes pratiques qui se mettent un peu en place? Parce que c'est ça aussi l'idée, au-delà du bonus-malus, c'est de voir qui fait bien et que cette intelligence se répande un petit peu. Alors, il y a des initiatives en région, par exemple, donc avec un certain nombre de gérants Topol qui, en région, se fédèrent un certain nombre d'établissements pour pouvoir discuter, partager des constats et puis discuter aussi des bonnes pratiques pour pouvoir s'inspirer les uns des autres. Donc, il existe effectivement des initiatives à l'échelle régionale. Et puis, j'ajouterais qu'à l'échelle régionale, il y a, est porté par l'intermédiaire des services prévention des CARSAT, un programme qui s'appelle le programme national TMS Pro. Et ce programme-là, il cible, alors on parlait tout à l'heure de ciblage d'établissements ayant une forte sinistralité. Ça existe déjà au travers du programme national TMS Pro, puisqu'un certain nombre d'établissements, d'EHPAD notamment, ont été ciblés parce qu'ils avaient une sinistralité en matière de troubles musculo-squelettiques particulièrement importante. Donc sur la base d'une analyse statistique liée aux maladies professionnelles relatives au TMS d'une part et aux accidents du travail liés aux lombalgies d'autre part. Et le suivi qui en est fait aboutit aussi à une capitalisation de bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas en tant qu'employeur à vous rapprocher du service prévention de votre CARSAT pour discuter aussi de ce qu'il est possible à mettre en œuvre. Dernière question, comment bien former quand on n'a pas les plannings pour? Alors pour ma part, après quelques années sur le terrain et puis beaucoup d'échanges avec la communauté des formateurs, je suis vraiment très partisan de la formation en situation de travail dans le site, pas contexte. C'était un propos ce matin de Madame Toulek quand vous avez parlé de l'école inclusive et du dialogue entre formateurs et enseignants, en disant mais on imagine la formation comme une sorte de travail extemporané en dehors du lieu de travail. Moi, il me semble que l'action de formation sur site est vraiment collégiale, est vraiment une des plus opérantes. Donc, ne signifie pas une sorte d'arbitrage impossible entre l'amélioration de la formation et le service aux personnes qui attendent leur toilette ou leur repas. Enfin, dilemme impossible. J'ajoute que sur le terrain, on a vu des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, il y a beaucoup d'établissements médico-sociaux qui disposent d'un temps d'ergothérapie dans leurs effectifs ou d'activités physiques adaptées. Et donc, rien n'interdit et tout encourage à ce que dans le planning d'intervention de ces professionnels, il y ait un temps, parce que les ergothérapeutes sont tout à fait qualifiés pour cela, de rappel fraternel des gestes et des postures, des comportements adaptés, des situations à risque, de même que des ergothérapeutes ou des moniteurs d'activité physique adaptée peuvent tout à fait conduire des moments de réveil musculaire avant la prise de poste, dont on sait, on en a parlé en préparant cette séance, que c'est une des meilleures manières de prévenir l'accident de travail dans l'heure qui suit la prise de poste, qui est un moment de risque quand le corps n'est pas encore tout à fait en action. Donc c'est un vrai dilemme dans le secteur des EHPAD et dans le secteur des services à domicile. En tout état de cause, et d'ailleurs les pouvoirs publics en sont parfaitement conscients, il y a vraiment un enjeu de confortement des effectifs.
Et puis un enjeu d'avoir des employeurs qui sachent faire venir et garder leurs salariés. Donc j'ai évoqué le très joli travail fait par les ARACT, celle de Bretagne, mais également celle d'autres régions en termes d'animation du sujet de l'attractivité et de la prévention. Mais au niveau des employeurs et de leurs équipes, pour ma part, je ne sais pas ce qu'en pense Laurent, chaque fois qu'on peut se placer en situation de situation de travail, contextualisée, je pense que c'est un très bon investissement. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec les constats qui ont été faits. J'aimerais juste rebondir sur les échauffements à la prise de poste. Alors effectivement, ça peut avoir un intérêt, mais ça aura d'autant plus d'intérêt si les conditions concrètes de réalisation du travail ont été abordées aussi, les conditions structurelles ont été abordées, comme je le disais tout à l'heure. Encore une fois, c'est une action en complément, d'action agissant à la source du risque. C'est pas ça qui va remplacer des rails de transfert pour des personnes difficiles à mobiliser. Et j'aimerais ajouter aussi un autre point pour aller dans le sens de David, c'est que pour pouvoir dégager du temps dans les plannings, il faut aussi que la direction soit sensibilisée donc à la prévention. Et finalement, les formations que l'on préconise, elles sont multi-cibles. Elle cible la direction pour que la direction soit totalement mobilisée dans la démarche de prévention qui va être mise en œuvre dans l'établissement et qu'elle s'engage à mettre les moyens, donc financiers, temporels, etc., en place, en œuvre dans la structure pour pouvoir mettre en musique finalement la prévention au quotidien. L'autre cible, ça sera les encadrants, et puis éventuellement des référents que l'on va nommer, des référents prévention. Et puis la troisième cible, c'est les opérationnels, donc par exemple les aides à domicile, les aides-soignants, les infirmiers, que l'on va aussi devoir outiller et former, avec des formations qui se veulent au plus proche effectivement de la réalité concrète du terrain, comme le disait David Cos. Sujet qu'on va aborder la formation dans quelques minutes, et on va regarder le dessin d'Émilie, comment elle a abordé ces enjeux de qualité de vie et de prévention. On le voit s'afficher derrière nous à l'écran, le voilà. Un rapport sur les risques professionnels, investigateur de terrain, écoute d'experts, écoute d'aides-soignants, on le voit avec cette montagne difficile à gravir et l'enjeu d'adapter les conditions du travail à domicile. En effet, le 43% d'accidents du travail sans supplément, ça l'a beaucoup marqué. Les bonus-malus, toutes ces bonnes initiatives mutualisées, toutes ces belles ampoules qui s'éclairent et cette idée de charge physique et émotionnelle à gérer, les deux, c'est véritablement là que se trouve l'enjeu. On pourra peut-être ajouter ça un peu en complément dans le rapport de la Cour des comptes, à côté des graphiques. Merci en tous les cas à vous deux. Merci beaucoup pour ces éclairages. On va tout de suite enchaîner avec une troisième intervention de ministre. C'est Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé, que nous écoutons tout de suite.